Bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos consacrée à Logo, le tout petit automate de Siemens, qui s'appelle d'ailleurs même pas automate, on l'appelle plutôt module logique programmable. Aujourd'hui, juste les bases pour se lancer, à savoir comment on le branche, comment on communique avec lui, et vous allez voir que c'est en Ethernet, et donc par rapport à la concurrence qui utilise des connexions propriétaires particulières, eh bien Logo, qui est natif Ethernet, va pouvoir communiquer très facilement avec plein d'équipements en tout genre. Ensuite, je vous montrerai l'environnement de programmation, comment câbler des entrées, des sorties tout ou rien. Et enfin, une petite démo sur un programme très simple. Allez, c'est parti! Tout naturellement, la première étape va consister à raccorder le logo à une alimentation électrique. Et ça, bien sûr, ça dépend de son modèle. Pour la démo ici, j'ai un modèle DC1224, donc ça veut dire bien que je vais me servir d'une alimentation de labo standard continue, que je vais régler entre 12 et 24. Je la mets hors tension pour faire le branchement. Je relie le plus à la borne L+, du logo, la borne moins de l'alimentation à la borne M, c'est-à-dire la masse du logo. Je remets sous tension et là, normalement, on doit voir l'écran du logo s'illuminer. Ensuite, on va réaliser la connexion réseau, c'est-à-dire relier le logo à l'ordinateur où se trouve le logiciel de programmation. Pour ça, on se sert d'un câble RJ45, la liaison est de type Ethernet. On va se servir du connecteur qui est juste au-dessous du logo. Et ensuite, suivant l'ordinateur, si on a un modèle un peu isolé ou un ordi portable, on peut le faire en direct, comme c'est marqué sur la figure. Si on a un ordi de bureau qui est déjà raccordé à un réseau, on va le laisser raccorder à ce réseau et on va brancher le logo à ce même réseau avec un nouveau câble. De cette façon, l'ordi pourra bénéficier toujours des mêmes services du réseau et notamment l'accès Internet s'il y a besoin. Que l'on soit en direct ou pas, peu importe, dans tous les cas, il faut vérifier que les adresses IP du logo et de l'ordinateur soient compatibles. Premièrement, on va regarder ce qui se passe au niveau du logo pour connaître son adresse IP. Donc ça se fait à partir des touches du logo. Première étape, c'est de stopper un programme s'il y en a déjà un en cours de route pour afficher le menu principal. Le principal, c'est celui que l'on voit à l'écran maintenant. On choisit réseau dans un premier temps, ensuite adresse IP, et on vient lire l'adresse IP qui a été programmée dans ce module. On peut éventuellement, bien sûr, la changer. On notera également le masque de sous-réseau avec 255 trois fois, important pour la suite. Et la passerelle, on s'en fout, on peut laisser à 0. Maintenant que l'on connaît l'adresse IP du logo, que l'on a d'ailleurs peut-être modifié, on va aller voir ensuite ce qui se passe au niveau de l'ordinateur. Première étape, c'est d'ouvrir une invite de commande en tapant CMD dans la barre de Windows. Alors, pour commencer, je vais vérifier l'adresse IP de mon ordinateur en tapant la commande ipconfig. Je regarde au niveau de la carte Ethernet, c'est-à-dire là où est branché le câble RJ45. L'adresse de mon ordinateur, c'est celle-ci, elle se termine par 70. Pour savoir si cette adresse est compatible avec le logo, on regarde le masque de sous-réseau. De partout où on retrouve des 255, les valeurs doivent être les mêmes, ce qui est le cas puisqu'on avait 192 aussi pour le logo, 255, on avait 168 de l'autre côté, le 255, on a 179 aussi au niveau du logo. Pour le 0, on regarde. Là, pour le coup, c'est l'inverse. L'adresse doit être différente, donc c'est bien le cas. Mon ordinateur a l'adresse 70 et le logo avait l'adresse 209. Je vais faire un test de liaison pour voir si la communication se déroule bien en tapant la commande ping et avec l'adresse de mon logo. Je valide. On voit qu'il y a plusieurs essais de communication, 4.
Et les 4 essais envoyés ont été reçus, pas de perte, donc ça veut dire que la communication est établie. Je peux faire un essai en déconnectant, donc je vais déconnecter en cours de route pour bien vérifier que c'est bien ce logo qui est connecté. Dans le cas où on a plusieurs équipements sur le même réseau, il peut y avoir confusion. Donc là, je le rebranche et je vérifie que maintenant tout se passe bien. Donc voilà, là au moins on est sûr que le logo est bien sur le bon réseau et que tout va bien. En résumé, pour que les équipements puissent se communiquer, il faut que l'adresse IP du logo comporte bien, les 3 mêmes valeurs que celles du réseau où il se trouve, donc de l'ordinateur en l'occurrence. Alors ça aurait pu être autre chose, on aurait pu avoir 177 à ce niveau-là, hein. L'important, c'est que les 3 soient identiques de part et d'autre. Ensuite, le logo va avoir sa dernière valeur ici différente. Elle doit être différente avec bien sûr l'ordinateur ou d'autres ordinateurs, s'il y avait plusieurs autres ordinateurs ou équipements sur le réseau. Donc cette adresse 209 là doit être unique pour éviter tout conflit sur le réseau. Voilà, et bien maintenant que la configuration des adresses IP est terminée, on va pouvoir s'intéresser au logiciel Logosoft pour faire un premier projet. Voilà, c'est parti. À l'ouverture du logiciel, on voit le dernier projet sur lequel on a travaillé qui s'ouvre automatiquement. On va le refermer pour partir de zéro. Et je vais même supprimer ce projet de l'arborescence de travail. On va ajouter un nouveau diagramme. Un diagramme, en fait, c'est un programme que l'on saisit sous forme graphique, sous le nom de diagramme. Au niveau des options, alors on va choisir qu'à l'ouverture, on ouvre avec des programmes sous forme logigramme, log. On verra par la suite comment faire pour faire du schéma à contact. Donc on commence par des logigrammes, en français ce sera plus simple. Okay. Et je vais faire ajouter donc un nouveau diagramme qui s'appelle par défaut schéma des connexions. Alors première des choses à faire avant de commencer quoi que ce soit, c'est de paramétrer ce programme. Clic droit, propriétés. Pour adapter ce programme à la cible que l'on a et surtout à son adresse IP, c'est-à-dire l'adresse IP du logo. Donc je vais le saisir 192.168.179.209, masque de sous-réseau 3 x 255, passerelle on s'en fout. On peut donner un nom au programme si on a envie, test 1. Ensuite, important, le type de matériel donc de la cible. Eh bien, pour nous, c'est un logo 8, donc je choisis logo 8. Pas confondre avec les 0BA8 qui sont les anciennes références. Toutes les nouvelles série 8, eh bien, logo 8 FS4 qu'il faut choisir. Ensuite, on peut paramétrer plein de choses auxiliaires. Je ne fais pas, juste le principal pour vous montrer le type de matériel, l'adresse IP. Ensuite, je suis prêt à fonctionner. Avant ça, je vous montre juste qu'il existe au niveau du test en ligne, je l'active ici, un moyen de vérifier la connexion entre la cible qui est le logo et l'ordinateur sur lequel je suis en train de travailler. Donc je fais un test pour vérifier la connexion Ethernet, donc c'est OK. Voilà, donc je peux être sûr que les deux communiquent bien. Je ne vais pas faire OK parce que là, sinon, ça veut dire que je lance une procédure de test avec un programme. Moi, c'était juste pour vous montrer qu'il était possible, grâce à cette icône, de faire un test de connexion. Allez, avant d'aller plus loin avec le logiciel, voici quelques infos sur le câblage des entrées-sorties tout ou rien. Alors tout d'abord, les entrées, elles se trouvent au-dessus du module logo. Il y en a un certain nombre suivant les modèles. Avec celui que j'utilise, il y en a 8 en DC. Ça veut dire qu'il va falloir amener une tension continue sur ces bornes pour activer l'entrée. Donc tout naturellement, le câblage d'un bouton, d'un capteur, d'un élément quelconque se fait à partir du plus de l'alimentation.
Si le bouton ou le capteur n'est pas actif, l'entrée voit un 0 volt, donc considère off cette entrée. Si jamais j'active le bouton, on va ramener le plus de l'alimentation au niveau de la borne et l'entrée, en l'occurrence I1 dans notre cas, devient on. Même principe sur les autres entrées. À chaque fois, c'est bien le plus que l'on doit ramener pour pouvoir activer ces entrées. Au niveau des sorties, elles se trouvent au-dessous du module. Alors là aussi, différents types. Avec le modèle de logo que j'ai, on a 4 sorties tout ou rien dites à relais, c'est-à-dire sous forme de contact, ce qui explique qu'il y a 2 bornes par sortie. Au niveau du câblage, eh bien, ce contact de sortie va se trouver en série avec la charge que l'on veut alimenter, voyant, relais ou autre. Et lorsque le programme va commander l'activation de la sortie, le contact va se fermer et donc ramener l'alimentation au niveau de la charge. Voilà, et pour continuer, eh bien, je vais me servir des 2 entrées de la sortie que je viens de câbler pour tester un petit programme. Objectif tout simple, allumer le voyant si et seulement si les 2 boutons sont activés. Allumer également le voyant si une touche particulière du clavier au niveau du logo est activée. Et également afficher en rouge, un rétroéclairage rouge sur l'afficheur LCD du logo en même temps que le voyant. Allez, j'ouvre Logosoft pour vous montrer comment on fait. Première étape, eh bien, c'est de placer les entrées. Donc je déplace entrée, par défaut c'est la première I1 qui correspondra au premier bouton. Ensuite une autre entrée I2. Si j'en avais d'autres, j'aurais pu choisir celle que je veux bien sûr. Et je vais faire une fonction et entre les deux, donc AND, je relie. Vous remarquerez que les entrées non utilisées n'interviennent pas. Si c'est un et, on aurait pu penser qu'il faille les placer à 1 pour que ça valide la fonction. Ce n'est pas le cas. Si on ne les connecte pas, ça n'intervient pas. Donc là, je peux laisser ça comme ça. Ensuite, je vais faire un OU avec la touche, donc touche flèche du clavier, C1. Et je vais ensuite activer la sortie, donc sortie, voilà. Et je vais également faire le rétroéclairage, c'est-à-dire activer un bit en particulier dans la mémoire. Alors les bits mémoire sont des memento. Memento, on en a beaucoup, sont des bits presque tous libres d'utilisation, sauf certains qui sont affichés là, avec des fonctions particulières au niveau de l'éclairage. Et notamment, nous, ça va être le rétroéclairage rouge. Pas confondre d'ailleurs avec le rétroéclairage du logo TD. TD, c'est un afficheur externe que l'on achète séparément. Donc, c'est pas notre cas. Nous, c'est le rétroéclairage rouge de l'afficheur que je vais placer. Alors, soit je le connecte comme ça, pour dire que le OU active les deux, ou je peux faire ça aussi, c'est pareil, au choix. Je peux bien sûr déplacer les éléments, les recaler comme j'ai envie, les déplacer, le fil suit automatiquement, je peux recaler. Une fois que j'ai fait ça, je peux tester mon programme. Alors soit je le fais sur la cible, soit première étape intermédiaire, je peux utiliser le simulateur. Simulation, on n'est pas donc sur le logo, le vrai logo. Là, on va simplement, grâce au bouton du bas, simuler les entrées. Donc par exemple, je simule que l'on a appuyé sur le bouton 1, je simule qu'on a appuyé sur le bouton 2. Du coup, ça active la sortie. On le voit qui s'allume et le rétroéclairage également. Je peux enlever et vérifier que si j'appuie sur la touche flèche,
eh bien, ça allume également la sortie. Ok, bon, on a validé en simulation, donc on peut valider maintenant sur la vraie cible. Je vais donc transférer au niveau du logo. Pas besoin de refaire le test, on l'avait déjà fait tout à l'heure. Donc je fais juste OK. C'est transféré. On me dit oui pour le remettre en fonctionnement. Et maintenant, alors soit je fais le test directement sans voir ce qui se passe, soit j'active ici le test en ligne. Test en ligne, ça signifie eh bien, que je vais voir ce qui se passe dans la vraie mémoire. Donc pas besoin de refaire le test de connexion, c'était déjà fait. Là, je fais le test du programme. Donc là, par exemple, eh bien, on voit que l'entrée I1 est active. Le logo, le voici, avec eh bien l'écran par défaut lorsqu'il est en fonctionnement, eh bien c'est l'heure, qui n'est pas à jour d'ailleurs, mais peu importe. On peut basculer avec Escape au menu de paramétrage, stopper l'exécution et changer des paramétrages réseau ou autre. Bon, pas besoin de le faire. Je vous montre ce qui se passe quand on est en mode run et notamment différentes pages. Il y en a 9 possibles qui vont montrer l'état des entrées, sorties, de la mémoire, des touches. Je commence avec la page 1 qui montre les entrées. On voit l'entrée 1. Normal, puisque je le disais, le bouton 1 est actif, on ne le voit pas, c'est juste au-dessus. Je vais maintenant montrer bah, tiens, les sorties, c'est juste la page suivante. Sur les sorties, aucune sortie d'active. Normal, il faut en effet, d'après le programme, eh bien que I1 et I2, donc je vais activer le bouton 2, I1 et I2 soient actifs pour eh bien, activer la sortie, on le voit Q1, et également le rétroéclairage rouge que l'on voit bien à l'écran. J'enlève, je vous montre ensuite les autres. Donc ça, c'est les entrées-sorties analogiques, on en reparlera plus tard. Je vous montre les mementos. Et bien, lorsque j'active la sortie, on voit le memento 39 qui est 29, pardon, qui est actif. Je le refais pour vous montrer. C'est bien le 29. Je continue avec notamment une page qui montre les touches. Et si je veux activer la touche, il faut, c'est marqué, activer Escape et la touche désirée. Et donc là, j'ai activé C1 et donc activé la sortie et le rétro-éclairage rouge. Donc voilà pour ce premier test. Et je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo de découverte et je vous donne rendez-vous pour la suite où on va découvrir eh bien, plein de fonctions élaborées. Vous avez vu, il y en a une multitude. Allez, à bientôt.